vitale. Donc, chez le nourrisson, normalement, la trachée doit être rectiligne en inspiration profonde. Et lorsque la trachée est déviée, là, c'est dans le cadre d'une expiration. Donc, toujours, la trachée est située légèrement à droite de la ligne médiane, légèrement à droite. Mais si vous voyez une trachée qui est sur la ligne médiane ou déviée vers la gauche, attention, il faudra rechercher l'existence d'une anomalie vasculaire, surtout les arcs vasculaires, pour avoir d'abord une anomalie de la crosse aortique. OK? Donc, toute trachée médiane ou déplacée, comme je l'avais dit, à droite, doit faire suspecter des anomalies aortiques et que la bande paratrachéale droite, c'est-à-dire qui correspond au bord droit de la trachée où on a le repli du poumon, n'est visible qu'au-delà de l'âge de 3 à 4 ans. Donc, cet élément-là est fondamental. Il faudra rechercher cet élément. Au-delà de 3 à 4 ans, on le voit. Mais si on le voit en deçà, donc attention, il faudra penser à probablement une anomalie médiastinale. Le thymus qui constitue la particularité toujours par rapport à l'adulte, le thymus, en fait, ici, le thymus va se présenter sous forme d'une masse médiastinale qui a un développement qui est rapide après la naissance et au-delà de 3 ans, le thymus va commencer à évoluer, c'est-à-dire à diminuer de taille. Son aspect est polymorphe. Donc, il est important de connaître les variantes de la normale pour ne pas prendre un thymus normal pour une authentique tumeur. Et en cas de doute sur les clichés radiographiques, il faudra demander un complément échographique et l'échographie nous permettra de rechercher s'il s'agit effectivement d'un thymus et ou d'une masse médiastinale. Donc, à la radiographie, le thymus va se présenter sous forme d'une opacité de densité hydrique et qui siège au niveau médiastinal antéro-supérieur, qui se moule sur les structures adjacentes de forme variable dans le temps, jamais compressif, n'efface pas les opacités vasculaires et qu'on peut avoir un prolongement vers le diaphragme. Et dans ce cas, ça va donner l'aspect d'une cardiomégalie ou vers le bas, ou vers l'arrière, et ça va donner un aspect d'une masse médiastinale postérieure. Et parfois, il y a certaines variantes qui vont mimer une condensation parenchymateuse. Et devant le doute, il faut faire une échographie, mais rares sont les enfants qui peuvent, les clichés sur lesquels on peut pas, si on ne parvient pas d'identifier le thymus, là, il faut penser à des fois un syndrome, le syndrome de Dijorge. Et ici, vous voyez le signe de la voile latine. Donc, ici, ce qui est important, c'est que le bord inférieur du thymus est bien individualisé. Il est bien individualisé et est en continuité avec les éléments du médiastin. Donc, il s'agit d'une hypertrophie du lobe thymique droit et qui va réaliser l'aspect classique du signe de la voile. Et à gauche, je vous avais dit tantôt que le thymus d'abord va épouser les contours du médiastin, c'est-à-dire les contours des côtes. Ici, vous voyez qu'il y a une empreinte des côtes sur cette masse médiastinale, donc qui n'est rien d'autre que le thymus qui va réaliser l'aspect des vagues. C'est le signe de la vague. Donc, ici, ça va conférer un aspect ondulé du thymus. Ça, ce sont des variantes de la normale à ne pas confondre avec des masses médiastinales. Donc, on a l'habitude de dire, si l'oubli du signe de la voile et de la vague, ça risque d'induire le radiologue dans un naufrage. Donc, il est important de reconnaître ces éléments. Vous, en tant que clinicien aussi, il est important de reconnaître ces aspects parce que vous êtes appelé à demander ces radiographies standards. Et dans la majeure partie des structures hospitalières, il n'y a pas de radiopédiatre. Donc, il est important de reconnaître ces variantes anatomiques. Et là aussi, on a le signe du raccordement. On vous avait dit tantôt que
la masse thymique, c'est-à-dire le thymus, se confond avec les limites du cœur parce que ces deux éléments siègent dans le même plan. Donc, leurs contours seront confondus, mais ce qui est important, c'est de pouvoir identifier l'intersection entre le thymus et le bord du cœur. Donc, il y a une incisure qui témoigne que ces deux structures ne sont pas, en fait, ces deux éléments ne constituent pas une même entité. Donc, c'est ce qu'on appelle le signe du raccordement. Là, on vous montre les différents aspects que peuvent prendre le thymus. Là, nous avons le signe de la voile latine. Là, nous avons le signe de la vague. Ça prend tout. Il y a aussi une hypertrophie à droite qu'à gauche. Et là, nous avons ici le signe du recouvrement. Là, on a un prolongement au niveau de la partie inférieure du thymus qui s'étend jusqu'au niveau du diaphragme. Et là, ça a tendance à donner un aspect de cardiomégalie, l'augmentation du volume du cœur. Et là, le signe du Rousseau, vous voyez, de part et d'autre, on a une augmentation de l'ombre cardiaque, alors que ce n'est rien d'autre qu'une hypertrophie de l'ombre thymique. Là, un aspect qui est pseudo-tumoral. Ici, au moindre doute, complété par une échographie. Et toujours, après la trachée, le thymus, nous verrons le cœur. Ici, l'interprétation du volume cardiaque est soumise vraiment à des réserves, d'autant plus que le cliché est réalisé le plus souvent en position couchée et qu'il s'agit, le plus chez l'enfant, d'une incidence antéro-postérieure qui peuvent, ça peut entraîner en fait une augmentation de l'ombre cardiaque, d'autant plus qu'à cet âge, nous avons une augmentation du volume du thymus, du volume thymique. Donc, il est difficile des fois, sur une radiographie, d'avoir une idée si on ne connaît pas la clinique ou bien le tableau clinique du patient. Et là, la mesure sera la même. La seule différence ici, c'est que l'index cardiothoracique chez le nourrisson et le nouveau-né, le plus souvent, va atteindre 0,6. Par contre, chez l'adulte, c'est 0,5. Et là, il y a plusieurs paramètres qui peuvent intervenir parce qu'à la naissance, au début, nous avons la circulation étant majoritairement à droite, donc on a tendance à une augmentation des cavités cardiaques droites. Et quand on va mesurer l'index cardiothoracique, on aura tendance à avoir une augmentation de ce dernier. Donc les lignes médiastinales, je ne vais pas m'apesantir là-dessus, elles sont inconstantes, très aléatoires. Mais par contre, il y a une ligne qui est beaucoup plus qui est fréquemment rencontrée, c'est la ligne para-azygo-œsophagienne. L'œsophage para-azygo-œsophagienne qui est là, bien individualisée au niveau de la partie médiale du lobe inférieur droit. Pour le parenchyme pulmonaire, là, le temps essentiel, c'est de pouvoir identifier les vaisseaux. Les vaisseaux qui vont se présenter sous forme des opacités qui sont physiologiques au sein du parenchyme pulmonaire. Et en position couchée, là, on n'a pas le signe de la pesanteur. Donc, le calibre des vaisseaux est identique au sommet et aux bases. Mais en position debout, on a un gradient qui va se développer entre les vaisseaux apicaux et les vaisseaux basaux. Donc, dans ce cas, on va voir un gradient apico-basal avec une augmentation du calibre des vaisseaux au niveau des bases. Et normalement, aucun vaisseau n'est visible jusqu'à la périphérie. Là, on l'avait rappelé dans les critères de normalité et que les bords des vaisseaux doivent être bien identifiés, c'est-à-dire nets. Les images vasculaires, normalement, vont converger vers les îles de façon harmonieuse, sans distorsion. Donc, si on a une perte de cette convergence et avec une distorsion bronchovasculaire associée, donc c'est pathologique, ce que la preuve dit le contraire. Et on rappelle encore que les îles gauche est plus haut que les îles droite. Les parois bronchiques, on l'a rappelé, si la bronche est vue de façon frontale, elle va se présenter sous forme d'une image qui est arrondie avec un fin liséré régulier
et à proximité, nous avons une image qui est opaque. Cela va réaliser un aspect vraiment